C'est parti pour Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du premier ETF. Pas vraiment aujourd'hui, puisque c'est le 29 janvier dernier qu'il a eu 30 ans. Nous allons voir avec notre invité ce que ces fonds d'investissement cotés en bourse avaient réellement de révolutionnaire. Régis Yancovici nous accompagne, fondateur et dirigeant de Luxavie.fr, spécialiste de la gestion en ETF. Il fallait bien ça pour en parler aujourd'hui. Bonjour, merci Régis. Eva pour cette introduction, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bon, ma première question est simple, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un ETF ? Bien sûr, alors c'est un fonds coté. Je ne vais pas dire indiciel tout de suite, parce que Exchange Traded Fund, ETF, il n'y a pas de notion d'indice dedans. La notion d'indice est venue peut-être un petit peu après, avec la terminologie entre guillemets française, puisque en arrivant dans les années 2000 en France, Euronext a décidé d'appeler les ETF trackers. Donc là, on a la notion de suivi de quelque chose. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, on va suivre un indice. C'est pourtant ce côté indiciel et coté en bourse qui fait sa particularité, Régis, non ? Absolument, une particularité qui est encore plus ancienne que l'ETF, parce que si le premier ETF est né un 29 janvier 1993, les fonds indiciels existent depuis les années 70. Et déjà, à l'époque, ça a été accueilli extrêmement fraîchement par la communauté, parce que c'est une révolution, comme l'ETF a été le deuxième étage de la révolution. Donc né un 29 janvier 93 Absolument. À Wall Street, c'est ça ? Oui, ça a mis 3 ans pour germer. C'est pour ça que parfois l'histoire retient que c'est en 1990 que le premier ETF a été créé, tout simplement parce que le dépôt du dossier de l'ETF auprès de la SEC a mis 3 ans à être étudié. Et donc c'est l'Amex et State Street qui ont créé le premier ETF qui existe aujourd'hui et qui, pour mesurer le succès, c'est aujourd'hui le plus gros fonds au monde. Environ, selon les jours, 370 milliards de dollars. C'est colossal. Et pourtant, vous disiez que l'adhésion n'avait pas été immédiate ? Non, d'ailleurs, elle l'est toujours pas. Je regardais il y a très peu de temps un article dans Les Échos qui disait que les Français n'avaient pas encore adopté les ETF, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes anti-fonds indiciels, anti-ETF. Quels sont leurs arguments ? Parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi. Je prends un article du Wall Street Journal, mais qui est ancien, 1973, et qui disait qu'on peut difficilement convaincre quelqu'un d'une théorie dont son salaire dépend. Donc c'est un des freins. Un autre frein qui est peut-être un peu plus justifié, c'est qu'il y a une catégorie d'utilisateurs des fonds indiciels qui se raccroche à la théorie des marchés efficients, qui date des années 60 avec Markowitz, Sharpe, etc., qui nous dit que le marché intègre à tout moment toutes les informations qui sont à sa disposition et que donc le meilleur moyen d'investir sur les marchés, c'est d'acheter l'ensemble du marché et qu'on ne peut pas mieux faire. Alors, comme toutes les théories, elles simplifient la réalité et parfois s'en éloigne un petit peu, et comme disait un statisticien qui s'appelle Box, dans les années encore 70, c'est que tous les modèles, et en particulier celui-là, sont faux, mais il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Je rebondis sur ce que vous disiez, peu utilisé en France. Moi, je disais en préambule de cette émission qu'aux États-Unis, on ne voyait plus que par ça. Comment vous l'expliquez, ça, qu'en France, on soit encore un petit peu loin ? Un chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les souscriptions et les rachats 2022. La gestion active au PCVM Mutual Fund a décollecté 1000 milliards de dollars en 2022. C'est du jamais vu. Pendant ce temps-là, les fonds indiciels, les ETF, ont collecté 600 milliards de dollars. Donc, on n'invente rien. Les chiffres sont vraiment éloquents et depuis de nombreuses années. Moi, je crois que il y a peut-être deux raisons à ce manque d'engouement encore pour les ETF, mais qui va venir. Ça me paraît une certitude. C'est d'abord la distribution. La distribution pose un problème, puisqu'elle est souvent payée sur des rétrocommissions que les ETF n'offrent pas. Donc en fait, les investisseurs particuliers ont intérêt à acheter des ETF, mais pas grand monde a intérêt à aller leur vendre. Donc c'est déjà une difficulté. La deuxième difficulté, c'est peut-être un manque d'éducation des investisseurs. J'ai l'impression que c'est en train de changer quand même. C'est une vieille idée qu'on a qu'en France, on est nul en finance. Mais j'ai l'impression que la jeune génération est en train de remettre en cause ça, avec par exemple tous les youtubeurs qui disent parfois des choses intéressantes, qui démocratisent beaucoup les ETF. Pourquoi faut-il investir dans des ETF aujourd'hui, selon vous ? Quelle bonne question.
Parce que je crois que quand on investit dans un OPCVM, et quand on est un particulier, les intérêts ne sont pas strictement alignés entre le gérant de l'OPCVM et l'investisseur. Pour faire simple, le gérant de l'OPCVM cherche de la performance et des commissions. L'investisseur ne veut que la performance. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure pour qu'on comprenne bien et pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Qu'avait-il de révolutionnaire? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que quand il est arrivé, c'était une petite révolution sur l'investissement en bourse? D'abord, il y avait un mantra absolu et qui est vraiment tenace, c'est qu'il faille absolument battre les marchés. Comme si avoir juste l'indice c'est quoi? C'est la moyenne du marché. C'est-à-dire qu'on faisait la moyenne en étant parmi les meilleurs. C'est une idée un peu contre-intuitive, mais qui est juste une réalité. Et donc aux États-Unis, c'est pas vraiment dans l'idée que de dire qu'on va juste être moyen et qu'on va s'en satisfaire. Le patron de Fidelity, par exemple, à l'époque des premiers fonds indiciels, disait en parlant de John Bogle, qui était le patron de Vanguard, qui a lancé le premier fonds indiciel, que les Américains ne se satisferont jamais d'une performance qui est la moyenne. Donc il y a cette idée qu'il faut être meilleur que la moyenne. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. À qui s'adresse-t-il? À quel profil s'adressent-ils ces ETF principalement, vous diriez? Alors, il y a peut-être deux populations dans les utilisateurs d'ETF au niveau de la gestion privée. Il y a les jeunes qui ont dans l'idée qu'il faut absolument pas payer de frais et qu'il faut payer, il faut rien payer du tout, si ce n'est l'accès au marché et les frais de gestion de l'ETF. Et là, ils essayent de se débrouiller tout seuls, parfois avec de la réussite, parfois un peu plus de difficultés. Et puis, il y a des personnes, on va dire, qui ont un peu plus de recul et qui ont vécu, par exemple, des marchés baissiers, qui ont vu l'importance de l'allocation d'actifs et que l'allocation d'actifs était un vrai métier. Donc il y a un peu ces deux populations qui s'opposent un peu parfois dans la façon d'utiliser l'ETF, mais qui se rejoignent sur l'attrait de ce produit. Bon, je ne peux pas vous laisser partir, Régis, quand même, sans vous demander à quel risque s'exposent tout de même les ETF. Alors évidemment, c'est le risque du marché. Ce n'est pas un risque spécifique à l'ETF, c'est le risque du marché sur lequel on investit en étant sur un ETF. Mais puisque vous me tendez cette perche-là, il y a un risque qui est un peu parfois sous-estimé, qui n'est pas forcément propre aux ETF, mais qui est un peu embêtant. C'est lorsqu'un ETF est tout simplement délisté. Lorsqu'il ne rencontre pas son public, ça peut être souvent sur des thématiques un peu lointaines, un peu originales. Bon, je ne parle même pas d'un ETF qui soit sur les actions russes, qui ont été évidemment délistées, mais qui n'a pas rencontré son public. Alors c'est dommage, parce que quand on veut investir de manière contrariante, acheter ce dont personne ne veut, parfois on se retrouve avec un ETF qui disparaît et on n'a pas toujours un équivalent. Est-ce que vous êtes donc confiant pour la suite sur l'utilisation de ces ETF, notamment en France? Aveuglément confiant, parce que la révolution ETF est en marche. Et ce n'est pas la problématique que j'ai mentionnée de la distribution qui l'arrêtera. 2023 ? Dès 2023 ? Ça a déjà commencé, oui, en 2023. Et pour les années à venir, il y a encore un potentiel énorme. Je pense en particulier à ceux qui souhaitent avoir et une valeur ajoutée en termes patrimonial et une valeur ajoutée en termes de gestion. Il y a des offres que nous sommes en train de dessiner et qui ne se limitent pas à des robo-advisors qui ont aussi leur intérêt. Merci beaucoup Régis Jancovici d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes le fondateur et dirigeant de luxavie.fr, spécialiste de la gestion en ETF. Je crois qu'on lui a fêté un plutôt bel anniversaire. J'ai oublié les cotillons, je m'en veux en entrant, je me suis dit que j'avais oublié les cotillons. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés, Régis Jancovici. Merci à vous de nous avoir suivis. Petit merci à Pauline Gratel qui m'a accompagnée toute cette semaine dans Smart Patrimoine. Nous, on se retrouve évidemment très très vite sur Bismart. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.